Victoire Laval avait 67 ans lorsqu'elle reçut l'ultimatum qui allait bouleverser sa vie. Unique héritière d'un empire viticole qui dominait Bordeaux et la Bourgogne depuis 5 générations, elle avait consacré des décennies à protéger l'héritage familial avec une ténacité qui faisait trembler la concurrence. Mais à présent, assise dans le sombre bureau en acajou qui avait appartenu à son grand-père, elle était confrontée à une vérité dévastatrice. Se marier ou tout perdre. Victoire était une femme d'une présence imposante. Ses cheveux argentés, coupés au carré avec élégance, encadraient un visage aux traits aristocratiques, un nez fin, des lèvres fermes, des yeux verts foncés capables de glacer d'un seul regard des hommes 2 fois plus grands qu'elle. Elle ne portait que du Saint-Laurent et du Hermès, et affichait l'allure militaire de celle qui n'avait jamais douté de son autorité. Veuve depuis 23 ans, suite à la mort de Laurent Laval dans un accident de chasse, elle avait élevé seule ses 2 fils, qui travaillaient désormais dans l'empire familial. Le problème avait commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'un audit de routine avait révélé une fraude massive. Le directeur financier de l'entreprise, un homme en qui Victoire avait toute confiance depuis 15 ans, avait détourné plus de 40 millions d'euros grâce à un système complexe. Découvert, il s'était enfui dans un pays où l'extradition était impossible, laissant l'entreprise au bord de la faillite. Les banques exigeaient des garanties impossibles à obtenir. Les investisseurs menaçaient de retirer leurs fonds. Laval Vignoble, un empire bicentenaire, était à quelques semaines de la faillite. La solution est venue d'une source inattendue. Les Dubois, une famille rivale qui contrôlait des domaines viticoles tout aussi prestigieux. Ils ont offert le capital nécessaire pour sauver la maison Laval, mais à une condition non négociable. Une fusion complète des 2 dynasties, scellée de la manière la plus traditionnelle qui soit, par le mariage. Mais ce n'était pas Victoire qui devait se marier. C'était son fils aîné, Christophe, âgé de 42 ans. Il devait épouser l'héritière Dubois, unissant ainsi les familles. Or, Christophe refusa catégoriquement. Il était homosexuel, vivait une relation stable depuis 10 ans et n'avait aucune intention de vivre dans le mensonge pour sauver son entreprise. Victoire, d'abord furieuse, finit par respecter sa décision. Elle-même avait vécu des années dans un mariage sans amour et ne voulait pas imposer le même sort à son fils. L'alternative était tout aussi impossible. Leur plus jeune fils, Rémi, 38 ans, était totalement inadapté. 3 divorcés, des antécédents de toxicomanie et une réputation de playboy qui aurait ruiné toute alliance stratégique. Les Dubois ne l'ont même pas envisagé. C'est alors que Madame Dubois, une matriarche de 70 ans aussi imposante que Victoire, fit une proposition surprenante. Si les enfants ne pouvaient se marier, Victoire elle-même le ferait. Elle épouserait Lucien, le petit-fils de Madame Dubois, que l'on préparait à reprendre l'entreprise familiale. La fusion se ferait par ce mariage, unissant non seulement des entreprises, mais aussi des générations. Victoire faillit rire à cette proposition. Se marier à 67 ans? Avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré? C'était moyenâgeux, absurde. Mais Madame Dubois était inflexible. C'était cette solution ou rien. Les banques lui accordaient 3 semaines de plus avant la liquidation. Victoire n'avait pas le temps de trouver une autre solution. Lucien Dubois avait 25 ans et n'avait absolument aucune envie d'épouser une femme de 42 ans, son aînée. Destiné à reprendre l'empire familial, il avait passé les 5 dernières années à étudier la viticulture en Californie, en France et en Australie, en prévision de son héritage. Sérieux et dévoué, il était entièrement concentré sur ses affaires. Les relations amoureuses n'étaient pas sa priorité, et encore moins un mariage arrangé. Lucien était beau, d'une beauté presque austère. Ses cheveux noirs étaient toujours parfaitement coiffés. Ses yeux gris laissaient rarement transparaître d'émotion. Sa mâchoire carrée et son port altier le faisaient paraître plus grand que son mètre 83. Il portait des costumes sombres, impeccables, parlait d'une voix posée et ne souriait jamais, sauf en cas d'absolue nécessité professionnelle. Ses collègues le surnommaient le prince de glace, en son absence.
Lorsque sa grand-mère lui annonça le mariage arrangé, Lucien tenta de s'y opposer. Il affirmait qu'il pouvait orchestrer une fusion autrement, par le biais d'accords d'entreprise, sans avoir recours au mariage. Mais Madame Dubois expliqua. La confiance était rompue depuis la fraude Laval. Les banques et les investisseurs exigeaient la garantie que les familles étaient véritablement unies, non seulement sur le papier, mais par des liens indéfectibles. Le mariage offrait cette garantie. Elle confia par ailleurs quelque chose de plus personnel. Elle était mourante. Un cancer du pancréas de stade 4, 6 mois à vivre peut-être. Elle souhaitait assurer la pérennité de son empire et que son petit-fils soit établi à un poste de pouvoir incontestable avant de disparaître. Ce mariage leur serait bénéfique à tous deux. Lucien, qui adorait sa grand-mère malgré sa froideur, ne pouvait refuser. La première rencontre entre Victoire et Lucien eut lieu au cabinet des avocats chargés de rédiger le contrat de mariage. Ce document de 60 pages détaillait chaque aspect de l'accord. Lucien serait PDG des sociétés fusionnées. Victoire conserverait le titre de présidente du conseil d'administration et un droit de veto sur les décisions importantes. Le mariage durerait au minimum 5 ans, conformément aux exigences bancaires et pour préserver les apparences. Passé ce délai, il pourrait divorcer discrètement s'il le souhaitait. Aucune relation physique ou affective n'était envisagée. Il s'agissait d'une fusion d'entreprises déguisée en mariage. Ils se saluèrent avec une froideur professionnelle. Victoire porta un regard critique sur Lucien. Trop jeune, trop inexpérimenté, mais il avait l'allure de son grand-père, ce qu'elle respectait. Lucien, de son côté, jugea Victoire de la même manière, plus âgée que sa propre grand-mère. Cheveux gris, mais un regard perçant, presque prédateur. Au moins, elle semblait compétente. Ils ne parlèrent que de travail. Lucien présenta une analyse détaillée de son plan d'intégration, suggérant des changements qui suscitèrent l'objection de Victoire, qui finit par admettre, à contre-cœur, leur pertinence. Victoire mit à l'épreuve ses connaissances en viticulture, posant des questions techniques qui auraient déstabilisé n'importe quel amateur. Lucien répondit à chacune d'elles avec une précision glaciale. Au bout de 3 heures, il n'avait établi qu'un respect professionnel mutuel, et rien de plus. Le mariage eut lieu 4 semaines plus tard, lors d'une cérémonie intime mais parfaitement orchestrée au château Laval, la propriété principale de la famille de Victoire. Seule la famille proche et les principaux dirigeants étaient présents. Victoire portait un tailleur Chanel crème, refusant une robe de mariée qu'elle jugeait ridicule à son âge. Lucien, quant à lui, arborait un costume gris foncé, son visage exprimant davantage la mine de quelqu'un signant un contrat que celle de quelqu'un se mariant. Lors de l'échange des vœux, tous deux parlèrent d'une voix monocorde, leurs paroles dénuées de sens. Le baiser fut un effleurement chaste des lèvres qui dura 1 seconde à peine. La réception prit la forme d'un dîner officiel, où les discours portèrent sur les fusions-acquisitions, non sur l'amour ou le bonheur. Madame Dubois, déjà visiblement affaiblie par la maladie, observait la scène avec satisfaction. Sa postérité était assurée. Après le mariage, la vie s'installa dans une routine étrange. Lucien emménagea au château Laval comme prévu, mais dans une aile complètement séparée. Il se levait à 5 heures du matin, courait 10 kilomètres, puis passait 14 heures, plongé dans le travail d'intégration des entreprises. Victoire, quant à elle, maintenait un emploi du temps tout aussi rigoureux. Elle se levait à 6 heures, gérait les aspects de l'entreprise qu'elle avait conservés et assistait aux réunions du conseil d'administration. Il se voyait surtout dans un cadre professionnel. Réunions du conseil d'administration, dîners avec des partenaires commerciaux, événements sectoriels où ils apparaissaient comme un couple très uni. En public, Lucien offrait poliment son bras, tirait les chaises et multipliait les gestes attentionnés d'un mari. En privé, il ne communiquait quasiment jamais, hormis par courriel professionnel. Victoire se répétait sans cesse que c'était exactement ce qu'elle voulait. Un mariage sans complications émotionnelles, un partenariat strictement professionnel. Lucien était compétent, elle devait bien l'admettre.
Les changements qu'il avait mis en œuvre avaient permis d'accroître l'efficacité de 23% au premier trimestre. Il traitait ses collaborateurs avec fermeté, mais équité. Et il la traitait avec un respect professionnel, sans jamais se montrer condescendant malgré leurs différences d'âge. Mais 3 mois après le mariage, quelque chose commença à changer chez Victoire. Au début, c'était anodin. Elle remarqua de petits détails chez Lucien, sans rapport avec le travail. La façon dont il se frottait inconsciemment la tempe gauche lorsqu'il était particulièrement concentré. Son habitude de boire du café noir sans sucre, toujours à cette heure précise du matin. Le cercle bleu foncé autour de l'iris de ses yeux gris, visible seulement de près. Elle commença alors à l'observer plus attentivement. Pendant les réunions, son regard s'attardait sur lui plus longtemps que nécessaire. Elle remarquait quand il changeait de costume, quand il se faisait couper les cheveux, quand il était particulièrement fatigué, même s'il essayait de le dissimuler. Elle se mit à se présenter à son bureau avec des prétextes fallacieux concernant des documents nécessitant une signature, alors qu'elle aurait pu les lui envoyer par courriel. Victoire tenta de se réprimander. C'était ridicule. Elle avait 67 ans, il en avait 25. Il était avant tout une obligation contractuelle, pas un intérêt romantique. Mais plus elle essayait d'ignorer sa fascination grandissante, plus elle s'intensifiait. Elle se surprenait à penser à lui, au lieu de se concentrer sur son travail, se demandant ce qu'il faisait de ses rares moments de liberté, voulant tout savoir de sa vie avant ce mariage forcé. L'obsession commença véritablement par une nuit d'orage violente, 4 mois après le mariage. Victoire travaillait tard dans la bibliothèque lorsque les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Il faudrait plusieurs minutes avant que les générateurs de secours ne se mettent en marche. Elle resta là, dans l'obscurité, à écouter le tonnerre faire trembler les vieilles fenêtres du château. Puis elle entendit frapper à la porte. Lucien entra, lampe torche à la main, visiblement inquiet. Il s'assura qu'elle allait bien et lui dit que les générateurs allaient bientôt se mettre en marche. Mais il hésita sur le seuil, comme s'il voulait ajouter quelque chose. Dans la faible lueur de la lampe torche, Victoire aperçut pour la première fois une faille dans son masque de glace. Il paraissait jeune, incertain, presque vulnérable. Lucien finit par l'avouer. Depuis l'enfance, il avait toujours eu une peur irrationnelle des orages, quelque chose dans le tonnerre qui l'angoissait sans raison apparente. D'habitude, il l'ignorait et la surmontait, mais aujourd'hui, elle était particulièrement intense. Il demanda, presque timidement, si cela le dérangeait, qu'il reste à la bibliothèque jusqu'à la fin de l'orage. Il ne voulait pas se retrouver seul dans sa chambre. C'était une demande si inattendue, une vulnérabilité si inhabituelle que Victoire sentit son cœur se briser. Elle répondit bien sûr qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait. Lucien était assis dans un fauteuil de l'autre côté de la pièce, silencieux, se contentant de partager leur présence. Mais Victoire pouvait percevoir la tension dans ses épaules à chaque coup de tonnerre particulièrement violent. Sans trop réfléchir, Victoire se leva et s'approcha de lui. Elle posa doucement la main sur son épaule et lui dit que tout allait bien, que les orages finissent toujours par passer, qu'il était en sécurité. Lucien leva les yeux vers elle et pour la première fois depuis leur rencontre, il sourit. Non pas un petit sourire de façade, mais un sourire sincère et reconnaissant qui transforma complètement son visage sévère en une expression presque magnifique. Ce sourire a anéanti Victoire. Elle a compris à cet instant qu'elle n'était pas seulement fascinée par Lucien. Elle éprouvait de véritables sentiments pour lui. Et c'était absolument terrible, car il ne pourrait jamais y répondre. C'était un mariage de convenance. Il avait sans doute une petite amie ou une maîtresse quelque part, une jeune femme convenable, quelqu'un qu'il voyait en secret. Victoire n'était qu'un arrangement qu'il tolérait poliment. Dans les semaines qui suivirent, Victoire tenta désespérément de dissimuler ses sentiments grandissants. Mais cela devenait de plus en plus difficile. Elle commença à faire de petites choses. S'assurer que son café préféré soit toujours disponible, réorganiser les réunions pour qu'il ait le temps de déjeuner correctement, car elle avait remarqué qu'il sautait souvent des repas, laissait sur son bureau des livres sur la viticulture qu'elle pensait qu'il apprécierait.
Lucien remarqua ses marques de gentillesse, mais semblait perplexe. Un jour, il lui demanda directement pourquoi elle agissait ainsi, pourquoi elle se souciait de savoir s'il mangeait ou non. Victoire, prise au dépourvu, marmonna quelque chose à propos de la nécessité pour le PDG d'être en bonne santé. Lucien accepta l'explication, mais elle perçut du doute dans ses yeux. L'obsession de Victoire s'intensifia à la mort de Madame Dubois 6 mois après le mariage. Les obsèques furent une cérémonie solennelle et digne, mais Victoire observa Lucien tout au long de la cérémonie. Il demeurait stoïque et impassible, son visage arborant un masque parfait de deuil. Mais elle vit ses mains trembler légèrement lorsqu'il jeta de la terre dans la tombe. Sa mâchoire se crispait lorsque les cousins lui présentèrent leurs condoléances et comment il se retenait visiblement de s'effondrer. Après les funérailles, Lucien disparut. Victoire le retrouva quelques heures plus tard, dans les vignes, errant seul au crépuscule parmi les rangs interminables de ceps. Elle le suivit en silence jusqu'à ce qu'il s'arrête et s'effondre. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'il tentait en vain de se contenir. Victoire fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle le prit dans ses bras. Elle l'attira simplement contre elle et le serra contre elle, tandis qu'il pleurait sa grand-mère, celle qui l'avait élevé et qui avait été sa seule figure maternelle constante après la mort de ses parents, lorsqu'il avait 12 ans. Lucien s'accrocha à elle comme un enfant, toute sa froideur s'évaporant. Quand il se calma enfin, il murmura « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû m'effondrer comme ça. » Victoire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle lui dit qu'il était humain, que la douleur était normale, qu'il n'avait pas besoin d'être fort en permanence. Lucien la regarda avec une expression nouvelle dans le regard, de la gratitude, mais aussi de la confusion, comme s'il la voyait pour la première fois. Ils rentrèrent ensemble au château et quelque chose de fondamental avait changé. Lucien commença à la solliciter non seulement pour affaires, mais aussi pour converser. Il apparaissait le soir dans la bibliothèque où elle lisait, lui demandant son avis sur une décision qu'il devait prendre ou simplement partageant un moment de silence. Elle commença à faire de même, trouvant des prétextes pour être dans son bureau, pour prendre le petit déjeuner en même temps que lui. Victoire était désormais complètement obsédée. Elle se réveillait en pensant à lui, passait des journées entières à se demander où il se trouvait dans le château et s'endormait en imaginant des choses impossibles. C'était un tourment délicieux et dévastateur. Elle voulait le toucher, l'embrasser vraiment. Elle voulait qu'il la regarde avec quelque chose qui dépasse le simple respect professionnel ou la gratitude filiale. Mais elle avait peur. Peur de ruiner l'arrangement qui assurait la stabilité des deux entreprises. Peur de le gêner avec des sentiments inappropriés. Peur qu'il soit dégoûté d'apprendre qu'une femme assez âgée pour être sa grand-mère le désirait. Le point de rupture survint 10 mois après le mariage. Un important gala de charité devait avoir lieu, où ils devaient apparaître unis. Victoire portait une robe de soirée bleu marine, élégante mais classique. Lucien, comme toujours, était impeccablement vêtu d'un smoking. Au cours de la soirée, une jeune et belle femme s'approcha de Lucien. Victoire la reconnut. C'était Sophie Mercier, héritière d'une famille de Champagne, réputée pour sa beauté et ses nombreux amants fortunés. Sophie flirtait effrontément avec Lucien, lui touchant le bras, riant de ses réponses polies, visiblement intéressée. Victoire était rongée par une jalousie si violente qu'elle en avait presque la gorge nouée. Elle observait Lucien se montrer poli mais distant avec Sophie. Mais la simple pensée qu'il puisse s'intéresser à elle, qu'il finisse par trouver une jeune femme convenable, lui était insupportable. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement obsédée. Elle était amoureuse, désespérément, complètement amoureuse d'un mari qui n'était sien que sur le papier. Victoire quitta le gala prématurément, incapable d'y rester plus longtemps. De retour au château, elle se retira dans sa chambre et finit par admettre la vérité. Il lui fallait mettre fin à tout cela. Pas au mariage, pas encore, mais aux attentes. Elle parlerait à Lucien, lui dirait qu'il était libre d'avoir des relations hors mariage, qu'elle n'exigeait pas de fidélité dans un accord purement professionnel.
mais avant qu'elle ne puisse entamer cette conversation, Lucien apparut à sa porte. Il était presque minuit. Il portait encore son smoking, mais sa cravate était dénouée et ses cheveux légèrement ébouriffés. Il lui demanda pourquoi elle était partie si brusquement. Victoire prétexta la fatigue, une excuse peu convaincante. Lucien n'y crut pas. Il expliqua avoir remarqué un changement chez elle ces dernières semaines, qu'elle semblait parfois distante et qu'il craignait d'avoir commis une erreur. Victoire insista. Il n'avait rien fait de mal. Alors, Lucien prononça des mots qui glacèrent le sang de Victoire. « Je sais que ce mariage était forcé. Je sais que tu ne l'as pas choisi. Tu ne m'as pas choisi. Mais j'aime à penser que nous sommes devenus amis ces derniers mois. Et s'il y a un problème, je veux le savoir. Je t'en prie. » La vulnérabilité dans sa voix, la sincère inquiétude, firent tomber les dernières défenses de Victoire. Elle s'entendit dire « Tu veux savoir ce qui ne va pas? Je vais te le dire. J'ai fait une terrible erreur. J'ai développé des sentiments pour toi, de vrais sentiments, pas seulement du respect ou de l'amitié, et je sais que c'est ridicule, que tu ne puisses jamais ressentir la même chose, que je sois une vieille femme obsédée par un jeune homme qu'on m'a forcé à épouser. Mais tu me l'as demandé, alors je suis honnête. » Le silence qui suivit était assourdissant. Lucien la regarda avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Après ce qui lui parut une éternité, il dit « Crois-tu que je ne puisse pas ressentir la même chose ?» Victoire laissa échapper un rire amer. « Comment as-tu pu ? J'ai 67 ans, Lucien. Tu en as 25. Je suis vieille, tu es jeune. Ce mariage n'était qu'une transaction commerciale. Tu as sans doute une petite amie, quelqu'un de ton âge. » Lucien fit un pas vers elle. « Je n'ai pas de petite amie. Je n'ai personne. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que depuis quelques mois, je n'arrête pas de penser à toi, à la façon dont tu te plonges corps et âme dans tes rapports, te mordant la lèvre inférieure sans même t'en rendre compte, à la façon dont tu parles des vignes comme s'il s'agissait d'enfants, à la façon dont tu m'as serré dans tes bras quand ma grand-mère est décédée et dont tu m'as fait me sentir en sécurité pour la première fois depuis mes 12 ans. Il se tenait maintenant devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. « Tu me trouves froide, tout le monde le pense, mais la vérité, c'est que j'ai appris à refouler mes sentiments parce qu'exprimer ses émotions était une faiblesse dans ma famille. Ma grand-mère m'a appris que les Dubois sont toujours maîtres d'eux-mêmes, toujours stoïques. Mais toi, tu me donnes envie d'être différente. Tu me donnes envie de ressentir. » Victoire avait le souffle coupé. Est-ce réel? Ressentez-vous vraiment quelque chose? Ou faites-vous simplement preuve de gentillesse envers une vieille femme qui vous a avoué un béguin pathétique? Lucien prit son visage entre ses mains, un geste si doux qu'il lui fit monter les larmes aux yeux. C'est réel. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, peut-être quand tu m'as tenu la main pendant la tempête, peut-être quand tu as chamboulé tout ton emploi du temps pour que je puisse manger. Peut-être que ça se préparait petit à petit depuis le premier jour. Mais c'est réel, Victoire. Tu es réel. Et l'âge n'a pas d'importance. Car quand je suis avec toi, je me sens plus vivant que jamais. Puis il l'embrassa. Non pas un baiser chaste de noces, mais un vrai baiser profond, chargé de mois de tension inavouée. Victoire se fondit en lui, libérant enfin toutes les semaines de désir refoulés. Ses mains trouvèrent ses cheveux, le touchant enfin comme elle l'avait rêvé. Ses mains encerclèrent sa taille, l'attirant contre lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils tremblaient, tous deux. Lucien posa son front contre le sien et murmura « Je veux que ce soit réel, pas juste un mariage sur le papier. Je te veux, Victoire, si tu me veux aussi. » Victoire, submergée par les larmes, ne pouvait parler. Elle se contenta d'acquiescer et de l'embrasser à nouveau. Ils firent l'amour cette nuit-là pour la première fois depuis le mariage forcé. C'était tendre et intense, tout ce que Victoire n'aurait jamais cru pouvoir revivre. Lucien la touchait comme si elle était précieuse, la regardait comme si elle était belle et murmurait contre sa peau qu'il se sentait enfin comblé. Les mois suivants furent une révélation. Leur mariage forcé se transforma en un véritable partenariat à tous égards.
Lucien emménagea officiellement dans la suite parentale. Ils travaillaient ensemble le jour et se retiraient ensemble le soir. Sa froideur s'évapora complètement en privé, révélant l'homme passionné, drôle et profondément gentil qu'il avait dissimulé derrière un masque professionnel. L'obsession de Victoire s'est muée en un amour mûr. Elle n'était plus consumée par un désir impossible, mais comblée par une relation authentique. Lucien la faisait rire, remettait en question ses idées, la traitait d'égal à égal. Et elle, à son tour, lui apprenait que la vulnérabilité était une force, que ressentir profondément était un don, non une faiblesse. La famille et la société finirent par remarquer le changement. Il n'était plus possible de feindre une simple relation d'affaires quand leur regard était empreint d'un amour évident. Les jugements fusèrent, bien sûr. On murmurait que c'était inconvenant, que la différence d'âge était scandaleuse, que Lucien n'était avec elle que pour l'argent. Mais Lucien a fait taire ses détracteurs avec plus d'efficacité. Il a renoncé formellement à l'héritage Dubois qui lui serait revenu indépendamment du mariage. Il a tout légué à ses cousins, ne conservant que son salaire de PDG. Il a ainsi prouvé qu'il n'était pas avec Victoire par intérêt financier, mais par amour. 5 ans après leur mariage forcé, alors que le contrat prévoyait techniquement un divorce discret, ils renouvelèrent leurs vœux. Cette fois, lors d'une cérémonie privée, rien que pour eux deux, prononçant des mots qui avaient une véritable signification. Victoire avait 72 ans, Lucien 30, et aucun des deux ne pouvait imaginer être ailleurs. Quand Victoire eut 80 ans, ils étaient ensemble depuis 13 ans. Lucien avait 38 ans, mais la regardait toujours avec la même adoration. Pour son anniversaire, il l'emmena dans les vignes où il s'était jadis promené au crépuscule, lorsqu'il pleurait sa grand-mère. Là, entouré des vignes qu'il gérait désormais ensemble, il lui dit « Sais-tu ce que j'ai appris de toi ? Que parfois, les meilleures choses de la vie sont celles qu'on ne choisit pas. J'ai été forcé de t'épouser, mais depuis, je te choisis chaque jour. » Victoire, les larmes aux yeux, répondit « Je croyais développer une obsession morbide. Je me croyais une vieille femme naïve, amoureuse d'un jeune homme qui ne me remarquerait même pas. Mais tu m'as appris que l'amour n'a pas de date de péremption et que parfois les mariages forcés deviennent une réalité plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. » Ils vieillirent ensemble, Lucien approchant la cinquantaine lorsque Victoire atteignit 92 ans. Elle conserva toute sa vivacité d'esprit jusqu'à la fin, donnant toujours son avis sur les décisions commerciales, remettant toujours en question ses idées. Et il lui resta dévoué, prenant soin d'elle durant ces dernières années avec la même tendresse qu'il lui avait témoigné depuis cette nuit où tout bascula. Lorsque Victoire mourut paisiblement à 93 ans, la main de Lucien dans la sienne, ses dernières paroles furent « la meilleure affaire que j'ai jamais conclue ». Lucien, 51 ans et les larmes ruisselant sur son visage, murmura « le meilleur mariage forcé de l'histoire ». Leur histoire a prouvé que l'amour peut parfois naître des circonstances les plus improbables. Qu'un mariage forcé peut devenir authentique lorsque 2 personnes choisissent de dépasser leurs obligations et d'envisager les possibilités. Qu'une jeunesse froide peut s'adoucir sous le bon contact. Et que l'obsession, lorsqu'elle se transforme en un amour véritable et réciproque, devient non pas une pathologie, mais une passion qui perdure pendant des décennies. Sous leur direction commune, l'empire viticole a prospéré, mais leur véritable héritage ne se mesurait pas en profit ni en bouteilles vendues. Ils résidaient dans un mariage qui a défié tous les pronostics, dans un amour qui a ignoré le jugement de la société, dans 2 êtres que la nécessité a contraints à s'unir, mais qui ont choisi de rester ensemble par amour. Et ils ont prouvé que parfois, très rarement, ce qui commence par obligation se transforme en destin.